Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 5 février. Et ce soir, le parcours exemplaire d'Odette Roux. Une cérémonie de la mémoire avait lieu ce matin au Sables-d'Olonne, une semaine après le décès de la nonagénaire. Militante PCF, résistante, Odette Roux a été la première femme de France élue maire d'une sous-préfecture. Son histoire dès le début de ce journal. Nous sommes en pleine semaine du microcrédit, un rendez-vous de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Une semaine pour rappeler que même les plus petits projets de création d'entreprise peuvent être financés. Exemple avec Valérie, cordonnier depuis un an au Poiré-sur-Vie. Et puis à l'approche de la Journée mondiale des langues maternelles lancée par l'UNESCO en 1999, gros plan sur le patois vendéen, enfin les patois vendéens d'ailleurs, avec quelques-uns de leurs plus fidèles contributeurs du département. Beaucoup de monde ce matin au funérarium d'Olonne-sur-Mer, de la famille évidemment, des élus, des anonymes aussi, pour participer à la cérémonie du souvenir organisée pour Odette Roux. Un moment de recueillement alors que la nonagénaire est décédée en fin de semaine dernière à bientôt 97 ans. Odette Roux, c'est cette militante communiste, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a imprimé et diffusé un journal clandestin avant de devenir une sorte d'agent de liaison. Mais c'est aussi à 28 ans, la première femme élue maire d'une sous-préfecture française. Carle Laboureux. On avait bien le droit de vote, mais on n'avait pas encore voté. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, dans ce conseil municipal ? C'est la toute dernière interview d'Odette Roux, un entretien dans lequel elle revient notamment sur son parcours de maire des Sables-d'Olonne. Nous sommes au printemps 45, au sortir de la guerre. Odette Roux est déjà une figure de la résistance. La jeune institutrice a combattu dans la clandestinité avant et surtout après la disparition de son mari, Fredo, mort sous la torture. Et alors que les Sables est la première ville libérée du département, Odette Roux intègre un peu par hasard le conseil municipal. Ils ont constitué une liste de résistants, patriotes, socialistes, communistes, radicaux, des syndicalistes, enfin des gens qui s'étaient engagés pendant cette période dans la résistance. Et ils ont eu la majorité. Bon, faut dire qu'à l'époque, les Sables et la Chaume étaient quand même assez ouvriers encore. Hein. Il y avait les conserveries, il y avait les charpentiers de navires, il y avait une tradition ouvrière forte encore. Hein. Et donc, ils ont eu la majorité. Donc, le conseil municipal suivant, il faut désigner un maire. Hein. Et tout le monde a dit, pourquoi pas Odette ? Une femme maire au Sables-d'Olonne, c'était quand même... Parce que les Sables-d'Olonne n'étaient pas de gauche. Hein. C'était républicain avant la guerre. Mais enfin, quand même, c'était quelque chose. Odette Roux devient alors à 27 ans la première femme maire d'une ville sous préfecture. Elle s'est mise à fond, comme dans tout ce qu'elle fait. Dans tout ce qu'elle a fait, à fond, complètement, intégralement, quitte à aller à La Roche le soir, tard, par tous les temps. En vélo notamment. Enfin bon, maintenant aujourd'hui, on se dit, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le feraient, quoi. Odette Roux assurera la fonction jusqu'en novembre 1947, 2 années durant lesquelles la jeune femme a laissé son empreinte, notamment dans ce jardin, le jardin de la Liberté, autrement appelé le jardin d'Odette. Ma grand-mère avait connu autrefois le port qui se trouvait ici jusqu'au commissariat de police. Il avait été comblé aussitôt la Première Guerre mondiale. Le monument aux morts avait été mis en place, mais il était resté à l'état de pierreux. Et donc Odette a réalisé ce jardin qui plaît énormément, qui est un bouquet vert en plein cœur de la ville. On va énumérer tout ce qu'on a réalisé, mais il reste 2 choses importantes, c'est ce jardin et c'est l'établissement du lycée. Conseillère municipale jusqu'en 1959, Odette Roux se présentera à toutes les élections, cantonales et législatives jusqu'en 1974, sans succès. Mais la militante du Parti communiste poursuivra sa lutte inlassablement. Elle n'aura de cesse de témoigner auprès des jeunes et de s'engager auprès des plus démunis. Un reportage avec notamment des images issues d'un film présenté au Concours national de la résistance et de la déportation, film que vous pouvez retrouver directement sur le site de ce concours. Et puis pour en savoir plus sur Odette Roux, Fanny Proust, que vous avez vue dans le reportage, a donc publié Le Jardin d'Odette, chronique d'une Vendéenne engagée, et c'est aux éditions Art et Grains de mémoire. Un mot d'économie à présent avec la Banque de France qui présentait ce matin à Nantes le bilan de son activité en 2013 et les perspectives 2014
pour l'ensemble des Pays de la Loire. À retenir notamment, l'activité dans l'industrie se stabilise. Ça va mieux aussi dans le commerce et les travaux publics, mais la situation ne s'améliore pas en revanche pour les services marchands et le secteur du bâtiment. On s'attend à une reprise pas très marquée, certes, peut-être un peu graduelle, parce qu'on a senti vers le mois de décembre déjà quelques améliorations dans les pronostics des chefs d'entreprise. Donc une reprise pas généralisée, puisque je pense notamment au secteur de la construction qui devrait plutôt connaître une stagnation en 2014, mais du mieux dans l'industrie, un peu dans les services marchands et dans le commerce de gros. Donc reprise progressive, modérée de l'activité dans la région, à l'image de ce qui devrait se faire au niveau de la France entière. Concernant Maury Ducrot, après la CFDT qui hier a commencé par refuser de signer le plan de reprise d'Arcole Industrie pour finalement donner son accord en fin de journée, pas d'avancée aujourd'hui. C'est demain jeudi que le tribunal de commerce de Pontoise devrait dire une bonne fois pour toutes s'il est d'accord pour qu'Arcole devienne le nouveau propriétaire du transporteur Maury Ducrot. La moitié des salariés devraient alors être repris, ce qui ne concerne pas, je vous le rappelle, les 22 salariés de l'agence vendéenne d'Aubigny. Et puis les suites de Fagorbrandt également, avec le 4e comité de suivi qui s'est tenu hier à la préfecture. 2 offres de reprise sont actuellement étudiées par le tribunal de Nanterre. C'est Vital qui compte reprendre tout le groupe sauf les 2 sites vendéens. Et puis Variance Technologies qui, à l'inverse, ne s'intéresse qu'aux usines de La Roche-sur-Yon et d'Esnay. Pas de nouvelles informations à la sortie de la réunion d'hier. Il faut s'attacher à trouver la meilleure solution possible avec l'implication des 2 repreneurs potentiels qui restent en lice, comme le soulignent les élus de gauche dans un communiqué. Décision du tribunal mi-février. Une solution peut-être maintenant pour ceux qui se retrouvent un jour au chômage. L'ADI organise ces jours-ci sa traditionnelle semaine du microcrédit. Quelques jours pour rappeler que même si les banques refusent de financer un projet de création d'entreprise, l'association, elle, peut donner un coup de pouce comme elle l'a fait l'année dernière avec 75 Vendéens, dont Valérie. Pierre Dalicieux. Valérie est cordonnière depuis 1 an et visiblement, elle a choisi le bon endroit pour s'installer. Là, c'est la journée du jeudi. J'ai commencé quand même à travailler déjà sur le jeudi. Et puis, j'ai mon étagère du vendredi qui est très, très chargée. Valérie a travaillé des années en usine, un travail difficile qu'elle ne regrette pas du tout d'avoir quitté. J'étais dans des cuves toute la journée avec de la résine, des odeurs pas possibles. Et suite à un accident de travail, donc, je me suis reconvertie parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. La solution, se former à ce métier. Et une fois la formation terminée, il a fallu financer son projet, ou du moins une partie. Valérie a donc fait appel à l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Elle a donc pu bénéficier d'un microcrédit de 6 000 € pour le matériel et les matières premières. Aujourd'hui, Valérie ne regrette rien et apprécie tout particulièrement de travailler seule. C'est moi mon chef, donc c'est à moi de m'organiser pour que mon travail soit fait et satisfaire les clients au maximum, parce que moi c'est quand même c'est ce que je veux, que les clients soient satisfaits. Les clients, eux, sont bien contents. D'après Valérie, dans leur commune, il n'y a pas eu de cordonnier depuis 1995. Les artisans de proximité, c'est toujours plus pratique que d'aller carrément en ville pour ça, quoi. Moi j'ai déjà refait faire mes clés, mes bottes, là mon sac à main, donc voilà, très contente qu'ils soient là. À demain. Cette cordonnière a 3 ans pour rembourser son microcrédit à hauteur de 220 € par mois. Un remboursement en douceur et une nouvelle carrière qui démarre plutôt bien pour elle. Les prêts de l'ADI et l'Association pour le droit à l'initiative économique vont jusqu'à 10 000 €. Information auprès de l'antenne locale de l'ADI au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Les éleveurs, eux, ils se retrouvaient aujourd'hui au Sables d'Olonne, Assemblée générale de la Fédération nationale bovine, la FNB, qui a justement reçu à cette occasion la visite du ministre de l'Agriculture. Stéphane Le Foll s'est exprimé devant les membres de la fédération pour notamment parler exportation, une solution peut-être au marché de la viande de plus en plus tendu. Ça permet d'organiser l'ensemble de la production animale et chaque filière a sa spécificité dans ce logo global. Mais avec Viande de France, on va en faire la publicité maximum au moment du salon de l'agriculture pour que les Français sachent que derrière ce logo, il y a né, élevé et abattu en France à des conditions sanitaires, environnementales et sociales qui sont conformes aux règles européennes.
Congrès au cours duquel on a donc également parlé traçabilité, images et interviews de notre correspondant aux Olonnes, Jean-Marie Bidot. La Vendée, c'est le premier département producteur de viande des Pays de la Loire, quasiment un tiers du cheptel régional allaitant, 2500 exploitations. Et c'est aussi une partie des agriculteurs qui ne regardent pas d'un très bon œil la nouvelle PAC, une politique agricole commune 2014-2020 qui doit notamment lisser les aides sur l'ensemble des exploitations françaises. Une partie des exploitants vont ainsi perdre de l'argent. Les producteurs s'interrogent de l'équilibre économique de leurs exploitations. Ils se posent la question s'ils doivent abandonner la production au profit des productions végétales. C'est une richesse extraordinaire que nous avons, qui est sous-exploitée, qui risque de disparaître au détriment des éleveurs, certes, mais au détriment de l'ensemble de la filière, de nos industriels et transformateurs qui verront demain ne plus avoir d'animaux dans leurs abattoirs ou dans leurs ateliers de découpe à transformer parce que la production, du fait qu'elle n'était pas rentable sur le plan économique, aura disparu. La rédaction de TV Vendée va maintenant vous faire entrer dans les coulisses des prochaines élections municipales. Il n'y a pas que les candidats qui se préparent au 23 et 30 mars prochain, la presse aussi. Le préfet a donc réuni ce matin les différents médias vendéens pour leur présenter le déroulement des 2 journées. La préfecture, c'est un petit peu l'organisatrice de ces élections. C'est elle qui va centraliser et valider officiellement les résultats obtenus dans toutes les communes du département. Et c'est son rôle de rappeler qu'en 2014, les municipales sont soumises à quelques nouveautés. Pour tous les électeurs, quelle que soit la commune à laquelle ils appartiennent, il leur revient d'être en mesure d'attester de leur identité par une des pièces, une des 14 pièces qui sont prévues pour cela. Ça va évidemment de la carte nationale d'identité au passeport, permis de conduire, mais aussi à la carte vitale ou à la carte de chasse avec photo, dès lors que ça permet d'attester que le nom de la personne correspond bien à celle qui se présente et à la photo qui figure sur le document. Pour suivre les résultats de ces élections municipales, ce sera évidemment en direct sur TV Vendée. Rendez-vous les dimanches 23 et 30 mars. Municipal toujours, avec maintenant la présentation des listes dans les principales communes du département. Ce soir, on va s'arrêter au Sables-d'Olonne. Dans cette commune de 14 000 habitants, 6 listes sont pour le moment annoncées comme étant complètes. On va entendre 3 têtes de liste ce soir. Les 3 autres, ce sera demain soir, par ordre alphabétique. Et le premier, dans cet ordre, c'est Didier Gallo qui se présente en divers droite. Parmi ses priorités, on trouve notamment la question de l'urbanisme. On écoute Didier Gallo. La priorité, c'est l'urbanisme, sans oublier le stationnement et la circulation. Nous voulons rendre aux Sablais la liberté de stationner afin de ranimer le centre-ville qui est en train de mourir littéralement. Nous voulons également nous occuper des Sablais à temps plein, ceux qui vivent dans cette ville à l'année par rapport à ceux qui sont des intermittents de la vie à la ville. Donc redonner une vie et une âme à cette ville qui, depuis une trentaine d'années, a beaucoup perdu. On poursuit maintenant avec, et toujours par ordre alphabétique, la liste menée par Gérard Mercier. Lui est classé à gauche et il se présente avec le soutien du PS et d'Europe Écologie Les Verts. On l'écoute, il explique comment il voit l'avenir des Sables-d'Olonne. Les Sablais sont attachés à leur qualité de vie. Cette qualité de vie passe par une équité sociale, par évidemment l'emploi, par le logement et par le développement d'espaces verts, par le développement des énergies renouvelables. Il faut une politique volontariste à ce niveau-là. Vous m'avez demandé dans 6 ans, 6 ans c'est court. Cette politique volontariste doit être menée sur le long terme et cette qualité de vie doit se développer de manière que les Sablais puissent être satisfaits et contents de vivre au Sable. 3e liste pour ce soir au Sables-d'Olonne, celle menée par Caroline Potier qui est soutenue par le Front de gauche. On écoute celle qui entend faire campagne autour de 2 axes, la solidarité et la démocratie. Mon programme s'axe autour de 2 grandes thématiques, à savoir la solidarité et la démocratie. La solidarité, c'est rendre les services publics accessibles à tous. La liste d'abord l'humain au Sables-d'Olonne s'engage à dénoncer le contrat avec Vinci et remunicipaliser les parkings. Nous nous engageons également à revenir en régie publique de l'eau. Nous nous engageons à remunicipaliser la restauration scolaire, ce pour apporter une alimentation saine à nos enfants et pour soutenir les producteurs et pêcheurs locaux.
Et demain, nous entendrons toujours par ordre alphabétique Yves Roucher, dont la liste est soutenue par l'UMP et le Centre, Brigitte Tesson, candidate d'Hiver Droite, et Daniel Vouzello, qui portera les couleurs du Front National. Le Puy du Fou, menacé de fermeture par son créateur, Philippe de Villiers, monte au créneau contre un avant-projet de loi sur la création artistique. Un texte qui pourrait remplacer les bénévoles par des artistes amateurs. La mission reste la même, mais les seconds sont soumis au Code du travail, ce qui n'est pas le cas des premiers. Concrètement, la Cinécénie, qui représente 3400 bénévoles, devrait donc demander une autorisation préfectorale pour chaque représentation et ne pas en prévoir plus que les 28 d'aujourd'hui. Un danger de mort pour Philippe de Villiers, qui ajoute dans une lettre ouverte adressée au président de la République que si l'on en croit ce projet, je cite, « il faudra demain percevoir un salaire pour prétendre être un artiste ». On parle souvent de patrimoine dans ce journal, de patrimoine bâti évidemment, avec les châteaux, les églises, des grottes même parfois. Mais ce soir, on va plutôt parler d'un patrimoine immatériel qui concerne quasiment tous les natifs de Vendée. C'est le patois. À 2 semaines de la Journée mondiale des langues maternelles, la bretonne Delphine Ledu s'est frottée aux rudiments de notre langue. Hé Michel, va nous boire du café. J'arrive, les chaud. Oui, bien sûr. C'est l'heure du café pour Michel et Yvette Rabalan. À 74 et 72 ans, le patois fait partie de leur quotidien depuis toujours. Dans la famille, on parlait patois. Ma grand-mère, enfin les grands-parents, les parents, on parlait patois. Même nos petits-enfants, ils comprennent ce qu'on dit. Ils commencent à comprendre. Considéré pour certains comme appartenant au passé, ce parler local est pour eux très naturel. Un jour, j'ai eu une réflexion, c'était un banquet, et un monsieur vient me dire, j'avais chanté une chanson, et un monsieur vient me dire, « Oh madame, vous avez une superbe voix, mais si vous n'aviez pas cet accent, ce serait beaucoup mieux. » Je l'ai regardé, puis j'ai dit, écoutez, c'est ma langue que j'ai appris, quand j'ai commencé à parler. C'est pas maintenant que je vais changer. Mon père m'a marié, Depuis 26 ans, les deux retraités sont membres de l'association Art Expo qui a pour but de promouvoir le patrimoine vendéen. Pour eux, le patois doit continuer de se transmettre. Ce serait bien qu'ils puissent apprendre le patois. Il ne faut pas le renier, le patois. Les Bretons revendiquent leur langue, c'est une langue. Mais pourquoi nous, on ne revendiquerait pas nous aussi notre patois? Un autre Vendéen utilise le patois dans ses spectacles. Serge Marais dit Chapuz s'inspire de ses rencontres dans les fermes vendéennes pour le faire partager aux nostalgiques du parler local. En y mettant un peu de patois, plus ou moins de patois, eh bien on a le son et l'image. Donc, parce que tout le monde a eu dans son environnement un oncle, un cousin, un grand-père, un voisin, un père, qui avait un peu la dégaine de Chapuz et qui parlait un peu comme Chapuz. Donc ça remémore un peu des souvenirs aux gens qui veulent bien venir assister à mes spectacles. Chanter ou parler, le patois reste un langage de bonne humeur et de tradition. Avant de passer aux prévisions météo pour demain, quelques mots et quelques images aussi des dernières heures. Petra, puisque c'est son nom, a fragilisé encore un peu plus le trait de côte. Les pompiers du département sont intervenus une 60aine de fois la nuit dernière. Des images ici de Saint-Jean-de-Mont. Alors pas de gros dégâts, pas de submersion, pas de victimes, mais des arbres déracinés tombés sur les routes. Et puis ce matin, quasiment au même moment, orage et grêle sur le canton du Poiré-sur-Vie, tandis que le front de mer des Sables-d'Olonne était recouvert non pas de neige, mais d'écume. Demain, quelques averses le matin et du vent, une accalmie, peut-être même du soleil l'après-midi, avant le retour du vent le soir. Attention, des rafales de 100 à 110 km/h sont envisagées, 120 à 130 sur les zones les plus exposées. Et le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, quelques images assez impressionnantes de la côte. Justement, c'était ce matin du côté des Sables-d'Olonne. Soyez prudents et à demain.